Je n'ai pas été là-bas, je n'ai jamais été là-bas, d'accord. Et ben, j'ai pris fait et cause contre le coup d'État. Contre le coup d'État. Mais vous avez quand même un peu favorisé son accession au pouvoir, Aristide, d'une certaine façon, d'une certaine mesure. Objectivement, oui. Pas formellement. Pas formellement, on va trouver un papier. Parce que vous étiez pressenti pour être candidat. Oui, bien sûr, c'est moi qui étais candidat, d'accord. Mais quand il n'est pas formellement, on ne doit pas trouver un papier ou essayer pour qu'il devienne candidat. D'accord. Comment vous êtes-vous effacé devant lui? Je manœuvrais pour postuler, pour faire la promotion d'Aristide Tekela. Bon, alors, je dois dire que légalement, je pouvais bloquer sa candidature parce que, mais je ne l'ai pas fait. Je dis que je ne veux pas casser le camp démocratique. D'accord? Parce que je peux être utile à mon pays sans être président de la République. D'accord? Mais je ne pense pas que ce soit un bon choix qu'on a fait. Vous regrettez aujourd'hui? Je ne sais pas. Si c'était à refaire, je ne l'aurais pas fait. vous vous seriez maintenu? Oui. Alors, aujourd'hui, 4 points cardinaux vous invitent à rencontrer, découvrir et sans doute redécouvrir le professeur Victor Benoît à l'occasion d'un entretien que nous avons eu, que nous avons à Paris, aujourd'hui le 20 février 2024. Je précise la date parce que cet entretien ne sera pas forcément diffusé en direct, mais il est important de contextualiser les propos de façon à ne pas tomber dans l'anachronisme. Vous êtes né en 1941 dans la 2e section communale de la commune de Verrette, mais vous avez surtout grandi à Port-au-Prince. En fait, ville où vous êtes arrivé à l'âge de 5 ou 6 ans en compagnie de votre papa, et vous avez tout de suite pris vos quartiers sur les collines du Bel Air, en face du lieu-dit La Croix, dont vous aurez peut-être à nous dire quelques mots. Et vous avez grandi dans une atmosphère plutôt chaleureuse, si je comprends bien, autour de personnalités telles que Bérard Sénatus, Victor Bouzy, Guy Gourège, Guy Duroseau, Julien Jumel, et bien entendu Franck Etienne, parmi les plus fidèles, Simone Lafont, ma propre mère. Et c'est par ce biais que moi, j'ai eu la chance, le privilège de vous rencontrer, Victor Benoît, lorsque vous étiez encore jeune professeur. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que nous revenions par paliers pour explorer les différentes facettes de cette personnalité complexe que vous êtes. Je voudrais parler d'abord de l'homme, votre enfance port-au-princienne, du militant politique, parce que vous êtes arrivé à la maturité intellectuelle sous la dictature des Duvalier, ce qui a entraîné, on va dire, un engagement politique toujours à gauche de votre part. Engagement qui s'est traduit par des fonctions politiques. Vous avez été 2 fois ministre, sans pour autant cesser d'être un éducateur. Vous avez été à l'origine de la création d'une école qui est aujourd'hui l'une des plus cotées sur la scène éducative à Port-au-Prince, l'institution Jean-Prince-Mars. Et vous êtes encore enseignant à l'École normale supérieure, à l'INAGEI, qui forme les hauts cadres de l'administration en Haïti, et dans plusieurs autres universités privées. Et enfin, il faudra nous parler de l'écrivain. Nous avons ici 3 ouvrages parmi les derniers de votre production qui témoignent de votre volonté de nous laisser peut-être un héritage, un témoignage de votre longue expérience. Donc voilà pour cadrer le propos des différents éléments, on va dire, de la discussion que nous allons avoir ce soir. J'aimerais d'abord que nous commencions donc par cette partie sans doute fondamentale, cette partie plus privée de l'homme que vous êtes. Vous êtes père de famille, vous avez des amitiés très importantes, comme je viens de le dire tout à l'heure,
et vous êtes un homme d'une bonne, de bonne compagnie de façon générale. Comment est-ce que vous vivez avec cette complexité-là, Victor Benoît? Le plus simplement du monde. Le plus simplement du monde parce que tous mes chapeaux, je les porte bien, et même très bien. Et très bien dans le sens où j'assume mon origine. Mon origine est, je dirais, paysanne du côté maternel. Comme vous venez de le dire, je suis né dans la commune des Verrettes, de la 10e communale, sur l'habitation Morel. Ma maman était d'une famille de paysans. Et mon papa était un chauffeur mécanicien travaillant pour la compagnie Standard Food, une compagnie moellanière, et installé dans l'activité. Là, ils se sont rencontrés. Et on a eu, bon, papa et ma mère ont eu des enfants. Bon. Très tôt, comme il n'y avait pas d'école dans la section communale, à un certain moment, mon papa m'a expliqué qu'il a fait le choix de mener ses enfants à Port-au-Prince pour l'éducation. Et je suis tombé au Bel Air. Je ne sais pas une anecdote, mais je dois vous dire que le premier choc que j'ai eu en arrivant à Port-au-Prince, c'est que j'ai été frappé par une scène de pauvreté horrible. Je me rappelle que mon papa est arrivé le dimanche soir, vers 6h, 7h du soir. C'était l'heure d'aller dormir après le long voyage. Et puis le lendemain matin, à 5h du matin, j'ai entendu un vacarme dans la rue. Dans la rue, c'est un bruit auquel on n'est pas habitué. Et puis quand on a demandé, mais qu'est-ce que c'est? On se dit, ah non, ce n'est rien, c'est la police qui est en train de mettre de l'ordre parmi les mendiants là, parce qu'il y a des fidèles qui ont apporté du café, du pain, un peu d'argent pour donner aux pauvres. Hein, comme ils ne sont pas disciplinés, etc., il faut du vacarme, etc. Bon, ça va entrer dans l'ordre. Alors, donc j'ai vu, entre 5h et 6h du matin, la pauvreté dans sa forme criante, hein, ce jour-là. Il faut dire que j'étais à proximité du Calvaire, c'était à la rue du Peuple, hein, nous sommes au pied du Bel Air. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la zone, c'est le Calvaire, est dans la limite d'Espagne du Bel Air et de la rue Saint-Martin, zone du portail Saint-Joseph, etc. Exactement, c'est à l'angle de la rue des Remparts et rue du Peuple. Et puis c'est là que, dans ce quartier, que j'ai commencé avec des belles études primaires. Hein, mon papa m'a inscrit à l'école des frères de l'instruction chrétienne qui était cotée. Jean-Marie Guillaume. Oui, comme Jean-Marie Guillaume, comme à proximité de la cathédrale. Puis j'y suis resté jusqu'au certificat d'études primaires. Et puis, bon, je dois dire que j'ai toujours la fierté de dire que j'ai fait toutes mes études dans le seul quartier. D'accord, mes études primaires et secondaires. Et parce qu'à la sortie de Jean-Marie Guillaume, je suis passé juste à côté. Lycée Pétion pour les études secondaires. Alors, pour l'école primaire et secondaire, donc, on a fréquenté pas mal de rues au Bel Air, que ce soit la rue Macajou, que ce soit le rue Bel Air, zone de perpétuel secours, que ce soit la rue du Centre, rue Macajou, etc. Parce que quand une famille n'est pas propriétaire de maison, chaque année, hein, au gré des difficultés de la vie, de pouvoir payer ou de ne pas payer, des soirs changer de maison, etc., pour trouver une maison à meilleur marché. Donc les amitiés restent. Ou bien les amitiés restent, etc. C'est qui vos meilleurs amis à l'époque? Vous fréquentez qui? Les années de lycée, bon, par exemple. Pour les années de lycée, j'avais eu Yves Antoine, c'est un poète, il vit au Canada à présent. J'avais Luther Millier. Et j'ai eu également, après, des amis comme Béran Senatus, hein, comme Kigouèche,
hein, ton frère, hein, et Jubel, Gabriel Dubusson, et Nidi Roseau, à la rue du Centre, et Julien Jumel. Julien Jubel également. Et je veux dire que, devenu grand, après mes études secondaires, je suis devenu à la fois admirateur et ami de grands écrivains que vous connaissez, Frère Etienne. C'était en quelque sorte le pétard dans le quartier. Vous savez que Frère c'était une sorte de cerveau encyclopédique, d'accord, qui brillait, qui enseignait bien et les maths et la physique et la littérature, etc. et l'histoire. Donc, c'était mes meilleurs amis dans le quartier, etc. Est-ce qu'on peut parler d'un âge d'or du Bel-Air pour cette époque-là? Et pour l'âge d'or est marqué par... Parce que c'est aussi l'époque du Jazz des Jeunes, c'est l'époque du club de football Aigle Noir. Oui, oui, il y a un bouillonnement culturel au Bel-Air. Oui, bon, il y avait l'Institut français également. L'Institut français. Hein, on y allait le dimanche pour les festivités musicales. Hein, il y avait Jazz des Jeunes, il y avait ensuite le Mousse Baptiste, il y avait Sico, etc. Tiparis, hein, on y allait. Et il y avait donc les équipes, hein, l'Aigle Noir. Vous étiez plutôt Racine ou Aigle Noir? Récidiste. Récidiste. Et il y avait quelques fanatiques du Violette, mais ils n'étaient pas nombreux. Encore que le Violette ait pris naissance au Bel-Air, à la Rue du Peuple, hein, dans la zone de Madame Polo, etc. Bon, mais pour l'âge d'or est marqué par des faits que le dimanche soir, on allait au bicentenaire, hein, et pour entendre la musique classique, hein, la musique classique qui m'a beaucoup marqué. Et au son, il y avait ce qu'on appelle le jet d'eau, hein, c'est-à-dire avec au son de la musique de Mozart, etc. Hein, il y avait l'eau qui montait et descendait, c'était merveilleux, à proximité de la mer. Hein, à proximité de la chambre législative. Et ensuite, je veux dire que au lycée, l'âge d'or pour moi également, c'est de d'autres moments. Bien sûr, c'est Titato, n'est-ce pas, le groupe calavalesque dans la zone. Mais c'est surtout à partir des années 60, donc l'année seconde, donc j'ai commencé à prendre conscience sur le plan politique. Hein. C'est aussi des années de dictature. Ah oui, des années de dictature. Bon, il faut dire que dans mon cas, j'ai commencé à lutter, à prendre position contre Duvalier, bien avant la montée de Duvalier comme président. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui avait marqué la brutalité des gens au Bel-Air. C'est le professeur Daniel Fiolet, qui était un fils du Bel-Air, hein, qui disait toujours, à l'occasion de ses grandes sorties à la radio, hein, pendant la campagne électorale de 57, le premier mire, hein, la tête de Turc, et pour lui c'était Duvalier. Il disait, je vais dire ça en créole, pas quitter le bon pouvoir, c'est mon dommage, c'est mon contrôle, si le bon pouvoir va jamais bailler. Hein, c'est un dictateur, etc. Alors, vu l'aura de Fiolet, c'est le professeur, etc. Donc, il nous mettait en garde. Donc, quand Fiolet a été victime du coup d'État en juin 1957, donc, toute la jeunesse belérienne s'est mise debout, hein, pour protester. Hein, Et bon, finalement, quand on est devenu grand, qu'on a fait des études, on a vu qu'au niveau de la pensée, peut-être au niveau du tempérament, ce n'est pas le même tempérament, mais au niveau de la pensée, il n'y a pas tellement de grande différence entre celle de Fiolet et celle de Duvalier. Tu vois bien, les deux étaient des noiristes, tu vois bien. Mais, au fond, à l'époque, en 57, lycéen, en 6e, donc, on était, n'est-ce pas, fiolistes, d'accord. Mais je peux dire que, à partir de 60, c'est devenu une prise de conscience beaucoup plus méthodique, beaucoup plus scientifique. Il y a un fait qui s'est produit en 60.
C'est la grève des étudiants de 1960. Ça a été le déclic. Le déclic, hein, qui va orienter vers la gauche. Le Code du Valais a procédé à l'arrestation des étudiants, des professeurs, des écoliers. Il y avait des camarades du lycée qui faisaient la 5e secondaire, le du Valais avait mis en prison. Il y a un camarade qui est mort récemment en Belgique, Joseph Audney. Hein, et il y a notre directeur au lycée, Marcel Gilbert, hein, qui du Valais avait mis en prison, etc. Donc on a déclenché la grève. Et à partir de ce moment, bon, et la grève, on est allé plus loin que cette grève. Hein. Ce n'était pas une grève seulement, c'était plus seulement une grève pour faire relâcher pour l'élargissement de quelques écoliers, de quelques professeurs intellectuels mis en prison. C'était une grève pour renverser du Valais. Là, on a échoué. Et à partir de ce moment-là, on s'est mis à... il y avait des partis de gauche dans le pays, EP, Parti d'entente populaire, créé par Jacques Alexis. Il y avait le parti PPLN qui était sous l'influence de Michel Hector et de Roger Gaillard. Et c'était des partis clandestins, donc qui nous influençaient, c'est de la jeunesse, etc. Et puis de là, on a grandi intellectuellement, on a grandi, n'est-ce pas, philosophiquement et idéologiquement. D'accord. Et après, ce fut l'université. Hein, et il y a eu le coup qu'on a reçu, hein, en 69. Hein, et quand du Valais s'est bien persécuté, tout ce qu'il y avait comme intellectuel, je pèse bien mes mots, comme intellectuel, et particulièrement les intellectuels de gauche, les progressistes. On tenait par là les admirateurs de Che Guevara, les admirateurs de Fidel Castro, etc. Bon, et puis il y a des conséquences. Il y a beaucoup de camarades qui sont morts, hein, au combat. Hein, Brisson, hein, pour essayer, il y en a qui sont morts. Gérald Brisson. Oui, Gérald Brisson, il y en a qui sont morts à Casal, et qui sont morts dans les rues de Bon-Ouest. On les a fusillés, etc. Il y en a qui sont partis. Hein, pour le Mexique. Vous êtes entré en clandestinité, vous avez pris le mec. Oui, en 69, j'ai failli être emporté par la vague répressive déclenchée par Duvalier. Et heureusement que j'enseignais chez quelqu'un qui était un ami, un camarade de combat de la clandestinité. Je vais parler de Franck Etienne, parce qu'on ne connaît pas cette dimension de Franck. On voit seulement l'artiste, le peintre, l'écrivain. Mais Franck a été un grand combattant de la clandestinité. Hein. En tout cas, moi-même, j'en ai bénéficié. Hein, j'ai bénéficié de sa solidarité. Parce qu'on quand on a tenté de procéder à mon arrestation, c'était dans son école. Mais heureusement qu'il n'était pas là. Et tu enseignais à son école? Oui, j'enseignais. Et en 69, j'enseignais l'histoire et la géographie de la classe de Rito, de seconde, etc. Et comme il connaissait mes relations, et quand le secondaire est venu, demandé de mes nouvelles, un peu patibulaire, il m'a fait savoir par un de mes élèves de prendre des précautions, etc. Et j'ai compris que je devais gagner le banquier parce qu'il y avait tellement de camarades qui étaient déjà sous les verrous, qui étaient déjà arrêtés ou bien fusillés, etc. Donc j'ai gardé le banquier pendant 3 mois. Pendant 3 mois, pendant que le feu de la machine infernale cesse de fonctionner, on bien que baisse d'attention. Et vous avez eu peur pendant ces 3 mois? Non, je n'ai jamais eu peur. Non, peur. Il y avait ce qu'on appelle la réalité objective, hein, et faisait craindre, n'est-ce pas, d'être arrêté, puisque quand on vous arrêtait, ce n'était pas pour vous présenter devant un tribunal, devant un juge d'instruction, non. On vous arrêtait
on vous enfermait de manière arbitraire dans les pires conditions au fort dimanche et de 90% des cas, vous disparaissez. Vous disparaissez carrément. D'accord? Mais je dois dire que j'ai bénéficié de la solidarité de quelques personnes. L'une de ces personnes-là, c'est Frère Étienne. Vous n'avez jamais été tenté de vous exiler comme beaucoup d'autres l'ont fait? Non, du tout. Au contraire, quand je suis sorti de la clandestinité pour prendre des activités, j'ai été choqué de constater que beaucoup de jeunes camarades avec lesquels j'entretenais des relations de lutte ou même des relations de camaraderie, eh bien, ils ont dû partir, laisser le pays sous la pression de leurs parents, n'est-ce pas, disant que voici, Ben n'est plus là, voici que vous devez sauver votre vie. Vous avez été déçu de ne plus les trouver? Je n'ai pas été déçu, j'ai compris. J'ai compris. Et je ne pense pas, je ne dis pas qu'ils étaient mal agi. Ils n'ont pas trahi? Non, ils n'ont pas trahi, non, mais quand même, j'ai senti que les bras étaient coupés. Que vous étiez un peu seul sur le terrain? Sur le terrain. Donc il fallait recompenser. Et c'est à ce moment-là que je peux dire qu'en Haïti, de 66 à 69, je fus dans un processus où chaque 4 ans, je devais renouveler le stock de mes amis. Pour une raison ou pour une autre. Ou bien c'était des gens qui étaient partis pour des raisons politiques, ou bien qui avaient disparu, ou bien c'était des gens qui avaient laissé pour aller travailler au Congo, aller travailler au Canada, etc. Donc, dans ce cas, il y a un stock d'amis que j'ai eu pour le cycle secondaire, il y a un stock d'amis que j'ai eu au niveau universitaire, pour les 4 ans d'université. Et ensuite, il y a un stock que j'ai eu quand je suis rentré dans l'enseignement comme professeur. Et parmi les professeurs, il y en a qui partent, etc. Donc, tout était stable, n'est-ce pas? Mais quand même, j'ai la réputation d'être un indécrottable par rapport à Haïti. Donc, je suis resté, d'accord. J'ai essayé d'être utile au pays comme j'ai pu le faire, mais surtout à travers l'enseignement. Mais ça ne vous a pas empêché d'avoir des activités politiques également au-delà des frontières d'Haïti, notamment votre engagement dans la social-démocratie qui vous fait côtoyer des gens tels que Felipe González, tels que Lionel Jospin, tels que Willy Brandt et tant d'autres leaders de ce monde. Comment est-ce que vous avez pu articuler justement cet ancrage en Haïti et cette ouverture sur la social-démocratie internationale? Il faut dire que en 1984, j'ai dû partir. En novembre 1984, je suis entré en clandestinité à nouveau. Et pour laisser Haïti en décembre 1984 parce que il y avait un ministre de l'Intérieur, de Château du Vallier, Roger Lafontaine, et qui pensait que la meilleure façon de se donner de l'importance aussi de son patron, Jean-Claude, c'était donc de persécuter, de se préoccuper, n'est-ce pas, disons, les hommes de gauche. D'accord? D'autant que lui-même, il était, n'est-ce pas, de la mouvance, avant la grève de 60, parce que vous savez que c'est quelqu'un qui était dans la grève de 60 et qui a trahi la grève de 60. Alors, il ne connaissait pas de choses. Bon, j'étais ciblé, même si je ne suis pas de sa génération, il est plus âgé que moi, mais j'étais ciblé. Donc, en 1984, j'ai dû partir. Donc, j'ai passé environ 15 mois au New York. Où ça? À New York. Et tout de suite, 8 jours après la chute de Jean-Claude, je suis retourné en Haïti. D'accord? Et quand je suis retourné en Haïti, moi-même et quelques amis, des personnalités, certains que j'avais connus avant, d'autres que je n'avais pas connus avant, je parlais des gens
comme professeur, comme M. Pardo, hein, des Gonaïves, comme Jean-Claude Bajeux, dans ses prêtres, la conviction démocratique, etc., avec Michel Souka, ouais, il avait connu comme étudiant, hein, etc. Bon. On a fait des analyses, on a dit que si on veut travailler pour le changement, il faut commencer par faire l'éducation démocratique. Hein, il faut commencer par faire l'éducation démocratique, et c'est ici qu'on a créé l'Institut mobile d'éducation démocratique. Il y avait un prêtre également, Georges Batelier, des Gonaïves. Et puis, on a fait des déplacements à travers le pays, on a créé des cellules, pas clandestines. Cette fois, c'était la phase de la lutte légale qui a commencé. Et après, on a pensé qu'il fallait aller plus loin, hein, il fallait créer un large mouvement, parce qu'il y avait un éparpillement des groupuscules démocratiques, des cellules démocratiques à travers le pays, il fallait rassembler. C'est ainsi que je me suis retrouvé comme un des organisateurs du premier congrès des mouvements démocratiques dans le pays. Conacom. Conacom, c'est le de naissance Conacom. Qui veut dire Congrès des mouvements démocratiques haïtiens. Comité du congrès des mouvements démocratiques haïtiens. Je dois dire, sous l'influence de Jean-Claude Bajeux, qui était un social-démocrate, hein, et un peu de Jean-Dominique, hein, qui était le socialiste de type démocratique également. Et puis j'ai été un peu invité à rencontrer Peña Gomez. José Francisco Peña Gomez. J'ai rencontré Francisco Peña Gomez dans les salons de Jean-Dominique à l'avenue Bahia à Port-au-Prince pour la première fois. Et il était de passage, c'était au lendemain de la chute de Duvalier. Il était venu, il sortait quelques points d'Amérique latine, il est passé à Port-au-Prince. Ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Hein? Bien sûr, oui. Personnellement, je l'ai rencontré, hein, pour la première fois. Et après, il m'a invité en République dominicaine et je suis allé avec Jean-Claude Bajeux. D'accord? Et alors, je me rappelle que ce jour-là, je suis tombé en plein dans une réunion de l'Internationale socialiste. D'accord? Et on m'a demandé à l'improviste de parler de mon impression, etc. D'accord? J'ai salué. Peña Gomez, etc. Il lui dit que si je suis là, ce n'est pas pour une affaire de solidarité raciale, ce n'est pas pour la couleur de ma peau. Bien sûr, nous sommes contre toute forme de discrimination, nous sommes contre tous les préjugés, dont nous sommes victimes, etc. Mais si je suis un admirateur de Peña Gomez, c'est à cause, n'est-ce pas, de sa correction démocratique pour ses idées en faveur des autres. Mais je sais, la presse dominicaine en a fait état, une grande manchette le lendemain, etc. Donc on a beaucoup aimé cette partie du discours et que j'ai présenté, etc. Et puis, lui-même, très content, il m'a invité à aller chez lui, et puis, dans la suite, il m'a invité au congrès de Stockholm, hein, et en 1989. Vous avez rencontré Olof Palme? Oui, Olof Palme était déjà mort. Mais ce congrès a été dirigé par Willy Brandt. Willy Brandt, il y avait Felipe González, de grands personnages, Carlos Andrés Pérez de Venezuela, etc. Et Lodel Jospin. Bon, de grands noms, et je ne sais pas si Mitre était là, mais c'était de grands personnages, de grandes figures. Et en 1992, on a admis le Conacom comme parti à part entière, hein, de l'Internationale socialiste au congrès de Berlin. Hein, donc 1992, c'était après le début de la chute. Alors là, j'ai pu faire la distinction entre le stalinisme, qui est un des courants
qui se disait socialiste, et la social-démocratie. D'accord? Alors j'ai opté pour la social-démocratie, j'ai analysé et j'ai compris que dans l'état actuel du mens de l'homme haïtien, d'accord, on ne pouvait pas aller plus loin, d'accord. Il faut un régime qui associe la justice sociale et la démocratie. Parce que la dictature a fait trop de mal au pays. On ne peut pas vivre avec la dictature du prolétariat. D'accord? Bon, ça a fait un débat, en tout cas, et c'est devenu ma famille politique. Donc, pour la pensée de Jean Jaurès, d'accord? Et c'est ça. Et puis, dans la suite, en 2007, je suis devenu vice-président de l'Internationale socialiste au congrès de d'Athènes. Hein, j'ai gardé cette fonction pendant 15 ans. Après 15 ans, n'est-ce pas? Là, il fallait Passer la main. Passer la main à d'autres. Et puis, mais avant de passer la main, vous avez quand même eu des fonctions politiques importantes. Vous avez été en responsabilité, au moins 2 fois ministre. Oui, j'ai été leader du Colacom, bien sûr, cofondateur avec Serge Gilles de la fusion des sociaux-démocrates. Et en tant que secrétaire général du Colacom, j'ai été appelé. Hein, excusez-moi, je voudrais juste revenir sur le mot Pourquoi fusion et non pas union, par exemple? Pourquoi fusion? Parce que dans fusion, il y a l'idée de cuisson, il y a l'idée de forgeron, il y a l'idée de feu. C'est la fusion qu'on voulait faire. On voulait devenir un. Parce que dans le cadre de l'union, chacun conserve son indépendance. D'accord? Il fallait fondre. Oui, on fait la faire tordre. C'est-à-dire que la meilleure image que je prends, que je prenais à l'époque, c'est vous dire, la fusion c'est une limonade. Vous prenez l'eau, le citron, un peu de sucre, cannelle, etc. D'accord. Après, vous ne voulez pas avoir l'eau, on veut avoir le sucre, etc. C'est la fusion. D'accord. C'est un exemple chimique. D'accord. Et tandis que dans le cadre de l'union, on peut se séparer. D'accord. D'accord. Bon. C'était un peu bête à charge avant les bœufs, d'accord. Et après quelques temps, après quelques années, d'accord, il y a eu entre moi-même, je crois beaucoup de la jeunesse, hein, et malgré mon âge, je crois beaucoup de la jeunesse. Je pense que, tout d'abord, je crois que le socialisme, c'est la jeunesse du monde, hein. Je pense que s'il y a un renouveau qui doit venir sur les jeunes. Il y a eu un moment où il y avait des jeunes qui voulaient percer dans le parti. Il y a eu une tendance de la part des anciens. À ce moment-là, j'ai choisi le cas de la jeunesse. Et puis, ça a fait la rupture. Donc, on est sorti. Il y avait une 60aine de jeunes et on a créé le Rassemblement social pour le progrès d'Haïti, RSD. En 2018. Et en 2019, on a eu le premier congrès. Hein? En octobre dernier, on a eu le deuxième congrès. D'accord? Maintenant, je ne suis plus en charge. Et je ne suis plus. Ce n'est pas moi qui suis le président. Mais je suis là comme une sorte de leader, n'est-ce pas, moral, etc. Conscience morale. Oui, pour essayer avec le titre de représentant officiel, parce que c'est ce que veut la loi haïtienne, il faut qu'il y ait un représentant officiel. Donc mes camarades ont décidé que tu dois rester président officiel, d'accord? D'accord. Mais si nous revenons donc sur vos 2 expériences ministérielles. Bon, alors, comment est-ce que, tout d'abord, je dirais, comment je suis devenu ministre? Il y a eu le coup d'État en 1991, contre Aristide. Je n'ai pas été là-bas, je n'ai jamais été là-bas, d'accord. Et j'ai pris fait et cause contre le coup d'État. Mais vous avez quand même un peu favorisé son accession au pouvoir, Aristide, d'une certaine façon, d'une certaine mesure. Objectivement, oui. Pas formellement. Pas formellement, on va trouver un papier. Parce que vous étiez pressenti pour être candidat. Oui, bien sûr, c'est moi qui étais candidat, d'accord. Mais quand il dit pas formellement, on ne doit pas trouver un papier ou essayer pour qu'il devienne candidat. D'accord. Comment vous êtes-vous effacé devant lui? Il m'a remplacé,
Et il m'a remplacé, mais je ne me suis pas effacé. Bon, là, c'est un peu complexe. Et comment il y a eu un congrès, on avait fait choix de moi comme Unique candidat comme de la candidat, gauche. comme candidat pour le secteur. Et puis après, il y a eu Roger Lafontaine qui est venu sur la scène. Il y a un courant des combattants qui dit ah, Ben est trop doux, il est trop conciliant, il doit pas la fermeté d'affronter le candidat Macoute, le candidat, on a besoin de quelqu'un qui soit beaucoup plus électrique, etc. Bon, c'est ici, il y a eu des tractations. Et après qu'on lui présentait ma candidature au public, après le congrès, il y avait une réunion de le Conseil de l'État national à New York. Je suis parti. Et quand je suis retourné, je suis tombé sur une série de manœuvres, etc. Il y a le secteur de la bourgeoisie haïtienne, hein, qui voulait d'Aristide, comme pas seulement de la bourgeoisie, il y avait le secteur de la gauche également, hein, qui voulait d'Aristide, etc. Et puis, ils ont manœuvré pour postuler, pour faire la promotion d'Aristide, etc. Bon, alors, je dois dire que légalement, je pouvais bloquer sa candidature parce que, mais je ne l'ai pas fait. Je dis que je ne veux pas casser le camp démocratique. D'accord? Parce que je peux être utile à mon pays sans être président de la République. D'accord? Mais je ne pense pas que ce soit un bon choix qu'on a fait. Vous regrettez aujourd'hui? Je ne sais pas. Si c'était à refaire, je ne l'aurais pas fait. vous seriez maintenu? Oui. Mais avec les si, on peut refaire l'histoire. Et vous savez que notre méthodologie ne le permet pas. Donc, c'est ainsi il est devenu le président, n'est-ce pas? Je lui dis, mon cher, tu veux devenir candidat, hein? Moi-même, je ne vais pas faire ça à mon pays, parce que pour réussir, tu vas devenir président. Parce que c'est le peuple qui va élire. Tu vas avoir le nombre de voix nécessaires pour être élu. Chef d'État de cette Haïti. Parce que pour diriger Haïti, il faut pouvoir rassembler. Or, toi-même, tu ne peux pas rassembler les gens autour de toi. Tu es trop protagonique. Bon. Ce sont des conversations de couloir qu'on a eues. Et c'est ce qui vous a amené à devenir ministre? Non. Quand il a eu le coup d'État, d'accord, quand il a été victime du coup d'État, comme démocrate, je lui ai dit, mais je suis positionné. D'accord? Le coup d'accord a pris position contre le coup d'État. Donc on a lutté, on a œuvré pour isoler les putschistes. Alors j'ai mis en branle toute l'internationale socialiste. Je l'ai fait inviter par le président de la Bolivie, Jaime Paz Zamora, en Bolivie, à une réunion de l'internationale socialiste. Je l'ai fait inviter à une réunion de la COPAL à Porto Rico. Je l'ai fait inviter à une réunion de l'internationale socialiste à Athènes, etc. Donc on a fait sa promotion. C'était faire sa promotion comme président pour isoler les putschistes, etc. Donc il a eu la preuve, hein, qu'on a travaillé sans récrimination, n'est-ce pas, disons, pour la cause. Alors quand il est question pour lui de retourner au pays dans le cadre d'une négociation décidée par Bill Clinton et avec les militaires, etc., il fallait faire un gouvernement, nommer un gouvernement. Ce gouvernement, il a désigné le Premier ministre qui était Robert Balval, le type de la bourgeoisie libérale, un homme correct, un homme de parole. Et pendant 2 mois, chaque samedi soir, Aristide m'appelait
au téléphone à 2 h du matin. Je m'appelle l'heure pour me demander pendant 2 mois d'accepter d'être ministre. J'ai refusé. Mais après, finalement, et les autres dirigeants du parti n'étaient pas seuls. Hein? Et ils ont dit, bon, mais le parti te demande d'accepter. C'est pas que si le demande, tu dois accepter. Parce que si je n'accepte pas, ça va signifier que tu n'es pas d'accord qu'il retourne. Parce que le gouvernement va travailler pour ce retour. J'ai accepté. Je me suis courbé. Et on a travaillé. Je ne regrette pas. C'est une expérience terrible, dure dans le sens où vous avez un gouvernement qui n'a pas la saisine du pouvoir, qui n'a pas les moyens, qui n'a pas le sou du pauvre pour faire quoi que ce soit. Donc il est obligé de jongler avec la réalité et avec une communauté internationale hypocrite, hein, qui fait semblant d'être d'accord avec le retour et puis finalement, mais qu'il n'était pas d'accord. Bon, ça a été une expérience très dure. Mais je ne regrette pas avoir fait cette expérience-là. J'ai été ministre de l'Éducation nationale et que j'ai pris conscience que je ne pouvais pas faire grand-chose. Alors j'ai mis en branle une stratégie pour créer le plan national d'éducation pendant 20 ans. Et ce plan, je l'ai initié. Mais malheureusement, quand je suis parti, suivant ma volonté, parce que quand Alex est retourné, il a demandé de rester, je lui ai dit non. Il n'est pas question, je vais m'occuper du parti. Ce qui m'intéresse, je ne vais pas rester comme ministre. Et la deuxième fois, c'était en 2015, d'accord, quand Evans Paul a été désigné comme Premier ministre. On doit dire que Evans Paul, c'est un homme d'origine populaire. J'ai contribué, n'est-ce pas, à l'orienter vers la politique. D'accord? Il était plutôt un artiste et organisé des artistes populaires, etc. Il organisait des séminaires, etc. Et il y a une phrase que j'ai toujours employée. Et en faisant des séminaires de formation, c'est pour dire quoi? Que quand on est militant pour la vie. Jusqu'au tombeau. Et quand il m'a fait appeler, je lui ai dit non, là je vais préparer ma retraite. Il m'a dit, bête, n'oublie pas, il y a une chose que tu m'as dit. Donc on fait formation pour nous. Il dit, quand on est militant pour la vie. Si je suis en politique, c'est toi qui m'as mis dans la politique. Je te prie, fais ça pour le pays. Bref, etc. Dans ces conditions, comme je suis toujours un homme qui met au-dessus de ma vie la cause qui dépasse ma personne, la cause patriotique, la cause sociale, etc. Donc j'ai accepté d'aller, etc. Mais 7 mois après, j'ai dû démissionner quand le président de la République, M. Barthélémy, s'est comporté en misogène, n'est-ce pas, exprimant son mépris pour la femme haïtienne. Je me suis dit, je ne peux pas être social-démocrate, partisan de l'égalité, et même de la parité de l'homme et de la femme. Accepter qu'un président traite une femme de cette manière en public, etc. Et puis on a fait des réunions, on a fait une réunion au niveau de la direction de la fusion à l'époque. Et on m'a demandé de démissionner tout de suite, d'accord? Cette façon de parler des femmes, c'est le seul point de divergence entre vous et Michel Martelly? Ou est-ce qu'il y en a d'autres? Il n'y avait pas... Et il faut dire que j'étais rentré, j'ai accepté non seulement pour répondre à la demande de votre sol, mais j'ai voulu éviter au pays une guerre civile. D'après moi, d'après mon analyse, le pays marchait avec une guerre civile. Parce que Martelly n'était pas sur la position des élections. Je pensais qu'il fallait de fortes personnalités pour le convaincre, hein, pour le porter à faire des élections dans le pays, pour éviter, n'est-ce pas, la débandade dans le pays, pour éviter la guerre. Parce qu'à ce niveau-là, il y avait deux camps, face à face, entre Lavalas, Aristide et
Michel Barthélemy. Donc il fallait quand même une force. Bon, je pense que je ne suis pas la force, mais j'ai des éléments qui appartiennent à cette force et je ne vais pas me dire, mais qui soient capables de passer entre les deux pour éviter. Et la seule moyen d'éviter cette guerre civile, c'était donc d'arriver aux élections. D'accord? Bon, maintenant, pour le reste, vous savez que Barthélemy est un homme de droite, n'est-ce pas? Là, avec le fils, on n'a jamais eu de relation d'amitié, ni de relation personnelle, d'accord? Rien avec lui, d'accord? Même vu de ministre, je le rencontrais seulement au niveau du conseil des ministres, le président, mais jamais de relation personnelle. Il ne m'a jamais rien demandé. Il ne m'a jamais rien demandé. Tout ce que j'avais à faire, c'est à travers le Premier ministre. D'accord? Alors, je présentais par démission. D'accord? Hein? Ce qui est rare dans ce pays, ce qui est rare en Haïti. Hein? Voir des ministres démissionner. Donc, c'est plutôt difficile. Je ne dis pas impossible, mais c'est plutôt difficile. Un homme politique haïtien a dit, ici même, au micro d'Haïti Inter, que en Haïti, la politique se fait dans la boue et dans le sang. Est-ce que vous diriez la même chose après vos deux expériences? Oui, il y a effectivement, c'est un risque. C'est un risque. Ça dépend de la personnalité. Il y a des gens qui sont à mes yeux de grands patriotes, mais qui ont survolé et la boue et le sang. La meilleure illustration, d'après moi, c'est Anténor Fumé. Anténor Fumé. Hein? Il n'a pas accepté de se vautrer dans la boue, il n'a pas accepté de se corrompre. Hein? Au point qu'après avoir redressé les finances haïtiennes sous Florville Hippolyte, nous savons qu'il a, quand les corrompus au Parlement, les militaristes du Parlement a voulu le corrompre, il a accepté de partir. Le président Florville Hippolyte n'a pas voulu, il est parti. Donc il n'a pas accepté de sombrer là. Et il n'a pas accepté de se baigner dans le sang également. Il aurait pu faire le jeu, n'est-ce pas, des Allemands. Il aurait pu faire le jeu, n'est-ce pas, de boire au canal pour devenir président. Il n'a pas accepté. Le type là, comme Daniel Fiolet, également. Comme Daniel Fiolet. Il y a un autre type, Gérard Goug, également, qui a été ministre. Et après CNJ, après Duvalier, qui a été membre sur le gouvernement de CNJ. Ce sont des illustrations, d'accord? Mais le risque est là. Le risque est là, le risque, n'est-ce pas, de se vautrer dans la boue, de se baigner dans le sang, il est là. Donc on doit choisir. Alors, comme pour reformuler ma question sous une forme plus indirecte, comment aujourd'hui, en 2024, fonctionnez-vous à Port-au-Prince, non pas en vous vautrant dans la boue et dans le sang, mais en évitant d'être éclaboussé par la boue et le sang, en sachant que ça gicle de partout? Bon, alors, la meilleure façon, je ne vais pas répondre de manière théorique, je vais répondre de manière pratique. Comment est-ce que je vis? Je vis le plus simplement du monde. Parce que je suis directeur d'école, du collège de Espace. Bon, il faut dire que symboliquement, je reste le directeur, mais en fait, il y a quelqu'un, un sociologue qui dirige. Là, je suis obligé d'être là au quotidien. D'accord? Il y a combien d'élèves à peu près aujourd'hui? Oui, à peu près 200.
parce que là, l'effectif a beaucoup diminué, etc. À cause de la sécurité? De la sécurité. D'accord. Vous avez beaucoup d'écoles côté faire le poste qui ont fermé. Les sœurs de la Lue viennent de fermer leurs portes pour travailler en ligne, etc. Donc maintenant, le fonctionnement des écoles privées dans le pays, c'est un problème. Et quand tu sais, je travaille dans une université privée, à l'avenue 1, des classes qui savent avoir 40, 50 élèves, maintenant ils sont réduits à 5 étudiants. Il y a le programme Maïden, tout ça, et c'est bon. Alors, comment est-ce que je vis? Je vais à l'école. Je n'y vais pas chaque jour, mais j'y vais. Hein. J'ai des heures de cours, et puis aussi les papiers, etc., recevoir quelque part. Mais j'ai une équipe solide qui fait le travail. Et puis, quand j'ai des cours à l'université, je rentre, je sors. Il n'y a plus de cinéma en Haïti. Hein? Bon, je n'ai plus l'âge pour aller dans les live clubs. Hein? Et donc, dès 4 heures de l'après-midi, on rentre chez soi. D'accord. Bon. Il y a un journaliste qui a dit que les gens sont dettes. En Haïti, ils vivent comme des rats. Ils rentrent dans leur trou, ils en sortent avec beaucoup de précautions. Et dès qu'ils ont fini de régler ce qu'ils rentrent dans le trou également. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on vit en Haïti. Avec beaucoup de précautions. Avec beaucoup de précautions. D'accord. Maintenant, il n'y a plus de quartier là où tu es né. Hein? Rue du Centre. La rue du Centre, n'est-ce pas? Ce sont des quartiers qui n'existent plus en tant que tels. D'accord. La grande rue, etc. Donc, Port-au-Prince, c'est la zone métropolitaine, quand on prend de Martissant, en passant par Première Avenue, passer par certains quartiers, pour aller jusqu'à la Côte des Bouquets, hein, etc. Ce sont des zones quadrillées par les bandits, etc. D'accord. Comment est-ce que l'on vit? On vit avec un peu de précaution. Maintenant, quand on intervient dans la vie politique, on doit intervenir dans la vie politique. Et moi-même, dans mon style, il ne vais pas au jour. Il y a des hommes politiques ou des hommes à la radio, chaque jour et chaque semaine, j'interviens sur toutes les questions dont je ne pose pas ici. D'accord. Chaque fois que je parle, les gens ont l'occasion d'apprendre quelque chose. Parce que oui, je suis un homme politique, mais je suis d'abord un éducateur et un enseignant. D'accord, c'est ce que j'apporte dans la vie politique de la vie. Alors, dans votre programmation politique, j'imagine, vous envisagez une voie de sortie de cette impasse dans laquelle se trouve Haïti. Quelles sont, en 2 mots, les mesures que vous prendriez si vous étiez aujourd'hui en charge de résoudre la situation en Haïti? Quelles seraient vos priorités, vos 3 priorités aujourd'hui? La lutte contre l'insécurité criminelle. Encore la lutte contre l'insécurité criminelle. Encore la lutte contre l'insécurité criminelle. Car c'est le mal créé par la terreur. C'est le plus grand des maux du pays. C'est le mal qui est en train de disparaître à Haïti. En tant que tel. D'accord? Nous sommes déjà le pays où il n'y avait pas eu d'intégration. Mais au moins il y avait un vivre ensemble. Hein? Les gens sortaient du sud pour entrer à Port-au-Prince. Les gens sortaient de Jacques-Mel pour entrer à Port-au-Prince. Les gens sortaient du Cap pour entrer à Port-au-Prince. Ils ne le veulent pas en prison. C'est ça. Moi-même, j'ai le meilleur exemple que j'ai là où j'ai sorti de l'Antimonide. Et il y a le phénomène la cour. La cour, hein, c'est-à-dire qu'une sorte de grande cour, il y a plusieurs parents qui sont là, des frères, sœurs, des cousins, des cousines, etc., avec le même aïeul. Hein? Le même grand-père, la même grand-mère, etc. Donc quand quelqu'un est votre cousin, c'est comme un frère, on vit ensemble, etc. J'ai perdu 2 cousins, une cousine,
sorti dans la même cour que moi, il n'est pas pu me rendre à leur funérailles. Vous savez, c'est dur, hein, dans les mœurs haïtiennes. Ça fait de la peine. Ouais, ce sont des gens avec qui j'ai passé ma jeunesse. Quand on ne peut pas sacrifier au rite du deuil, c'est que c'est très grave. C'est dur, c'est dur. D'accord? Alors, ce sont les mesures, c'est la priorité des priorités. Bien sûr, en le disant, je ne prône pas uniquement des mesures répressives. Bien sûr, il faut qu'il y ait donc des mesures fortes, hein, pour faire face au banditisme. Mais il existe donc d'autres mesures. Il y a donc la politique économique, il y a la politique sociale, la politique culturelle, la politique sportive. Donc c'est un complexe. Hein? C'est une politique globale qu'il faut mener. Mais il faut commencer, il faut avoir la volonté politique d'affronter cette affaire. Est-ce que vous pensez par exemple que la solution pourrait être une mission étrangère pour... Non. Je pense qu'au niveau de la coopération, oui, je pense que la conception de la vie internationale d'aujourd'hui indique qu'on peut utiliser une coopération internationale. Mais ce n'est pas ce qu'il faut mettre en première place. La première place, ça doit être la volonté politique en Haïti. Et deuxièmement, il doit compter sur ses propres forces, sur ceux qui pensent qu'au niveau de la police nationale, au niveau de l'embryon de l'armée d'Haïti, au niveau du peuple haïtien, de la population haïtienne, il y a, si on met ces trois éléments ensemble, on peut résoudre le problème. Quand vous voyez bien, toi qui connais le Bel-Air, et quand je dis tu connais pas seulement la rue Bacari ou la rue du Centre, tu connais les corridors du Bel-Air. Bien sûr. D'accord? Comment va-t-on résoudre l'affaire de sécurité si on ne connaît pas les corridors? La Koufoumi, la Koubaouzi. Alors, si vous ne voulez pas pénétrer dans ces corridors, alors vous allez faire une hécatombe. Non, c'est pas une hécatombe qu'il faut faire. Il faut avoir de bons services de renseignement. Donc il faut connaître très bien la sociologie du pays. D'accord? Donc, alors, pour mettre de l'ordre dans ma pensée, je dis, il faut la volonté politique. 2, il faut compter sur les ressources dont dispose le pays, les mettre ensemble. D'accord? Et ensuite, la coopération internationale viendra par surcroît. D'accord? Parce qu'on n'a pas de drone. Hein? L'étranger peut nous donner des drones. Hein? On n'a pas seulement d'hélicoptère. L'étranger peut nous donner. Mais c'est à nous autres de prendre nos responsabilités d'abord. Très bien. Maintenant, vous vous présentez avec un véritable florilège d'ouvrages qui témoignent de votre rôle de passeur aussi. Hein, au-delà de l'éducateur, au-delà du militant, au-delà de l'ami, du père de famille, il y a aussi l'écrivain. Et ici donc 3 ouvrages. Donc le premier, Batailles électorales et crise politique en Haïti 1807-1957. C'est le tome 1 d'un ouvrage qui en compte 2, avec une préface de Serge Foucan. Puis des dates incontournables de l'histoire d'Haïti au XXe siècle, de 1902 à 1987, et un autre ouvrage, 9 référendums pour renforcer la démocratie, la dictature en Haïti, 1918-1985. Donc ce sont des ouvrages publiés aux éditions C3. C3 éditions en Haïti, et qui sont en quelque sorte votre témoignage, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous avez envisagé ce passage de parole? Je dois dire que là, j'ai répondu aux exigences de mes patrons. Et qui sont mes patrons? Mes patrons, ce sont mes élèves, mes étudiants. C'est-à-dire mes anciens élèves et mes anciens étudiants
qui généralement partagent des analyses en salle de classe ou bien à l'université, etc. Constamment, ils me demandent, Ben, pourquoi est-ce que tu n'écris pas ça, tu ne donnes pas tu n'écris pas des ouvrages, etc. Avec ma vie militante, hein, me déplacer à travers le pays, etc., je n'ai pas eu le temps de me consacrer à l'écriture, mais comme depuis environ une dizaine d'années, avec l'âge, hein, je sens que je n'ai plus la force physique de faire de grands déplacements à travers le pays. Et puis avec le climat de sécurité, etc., je me suis dit, bon, ok, donnons satisfaction à la jeunesse. Et le premier texte que j'ai écrit, c'est Bataille électorale et crise politique en Haïti. Je dis, bon, je vais prendre écrire un texte qui se situe à la limite de l'histoire et de la science politique. D'accord? Qui sont deux disciplines connexes, mais qui ne sont pas identiques. Et comme j'enseigne les deux, d'accord? Donc je prends et ce texte-là, et ce thème-là, le bataille électorale et crise politique, j'ai essayé de montrer comment notre drame, après l'indépendance, du point de vue politique, a commencé avec une bataille électorale. La bataille entre Christophe et Pétion. D'accord? 1807. Et ça a continué. Ça a continué jusqu'à présent. D'accord? Alors j'en ai fait deux tomes. Le premier tome qui va de 1907 à 1957 et le deuxième tome qui va de 1957 à 2011. Là, je n'ai pas ici avec moi le deuxième tome. C'est épuisé. Et ensuite, le deuxième titre, c'est 9 référendums pour renforcer l'éducation en Haïti. Hein? Si je dis 9 référendums, vous savez, normalement, je vais dire 9 référendats. D'accord? Et bien, pour la communication, pour faciliter la communication, et j'ai dit 9 référendums, nous disons que c'est une façon de signaler que chaque fois que les décideurs politiques organisent un référendum, que ce soit étranger ou bien haïtien, mais pour Haïti, ce n'est jamais pour le bonheur du peuple haïtien. Ce n'est jamais pour faire renforcer la démocratie. Ce n'est jamais pour le développement. C'est pour renforcer le despotisme. D'accord? Là, je n'ai rien inventé. J'ai montré que à partir de 1918, les Américains ont imposé une constitution en Haïti. Franklin Delano Roosevelt prétend que c'est lui qui a écrit cette constitution, d'accord? Et il y a eu plusieurs autres référendums. Hein? Il y a eu les 3 de Vincent, il y a eu le référendum de Duvalier, etc. Et pour arriver au référendum de 85 organisé par Jacques-Claude. Hein? Et sinon, à 87, ça fait 10 référendums. Sur les 10, j'ai compté qu'il y a 9 qui sont faits contre la démocratie. Et le dernier texte, c'est des dates incontournables de l'histoire haïtienne au XXe siècle. D'accord? Ça, c'est le résumé de tous mes cours au XXe siècle. Ok? Donc, au terme de cette conversation, nous avons l'impression d'avoir fait le tour, mais sans vraiment toucher le cœur de la personnalité, au sens que nous avons le sentiment qu'il y a un feu qui vous brûle à l'intérieur et qui voudrait être mis en parole. Ce serait quoi, si vous aviez un dernier mot à nous dire? Le dernier mot, je veux dire que la bataille n'a pas fini. La bataille est faite pour continuer. Le peuple n'a pas perdu. Il est long, la bataille est longue, mais elle a bien quand même. Merci Doudou. Aïe Bobo. Merci. Ok. Je te dis là pour la voir. Merci.